Un mot quand même sur la chute de Tadej Pogačar, parce qu'on est à quelques kilomètres de l'arrivée. Il chute, alors c'est pas une grosse chute, on l'a vu ne même pas aller voir les médecins à la sortie, etc. Mais quand même, à un moment, ça laisse des traces, non? Oui, c'est quand même une chute à plus de 50 km/h. On a terminé la dernière côte, on est en train de se diriger vers la ligne d'arrivée. Il y a encore quelques attaques. Je pense qu'il y en a un qui va nous faire une cocarde, c'est-à-dire qui va pas être très à l'aise. C'est Johan Essen. Bon, après, c'est pas de sa faute non plus. Johan Essen, il veut suivre l'attaque qu'il y a sur la droite. Et puis, quand il plonge un petit peu, Johan Essen, il touche la roue avant de Tadej Pogačar. Et honnêtement, oui, il est à 55 à l'heure. Et on voit, il y a le trottoir qui arrive. Il a le réflexe de se mettre en boule pour éviter un gros choc. Pas de gros choc. Des petits bobos. Et puis, on saluera évidemment la sportivité de ses adversaires. D'un commun accord, Evenepoel, Vingegaard vont dire bon, allez, basta, Benili, aussi le maillot jaune, ils diront on veut bien distancer Pogačar, mais pas comme ça. Pas comme ça. C'est la classe, hein. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Mais c'est propre au vélo aussi. C'est un peu l'esprit. Steve, vous n'êtes pas étonné de voir le groupe attendre Tadej Pogačar? Non, évidemment. Ça reste quand même le champion du monde, le vainqueur sortant. Et puis, je pense que tout le monde aussi est au courant via l'oreillette que Pogačar est tombé. Et c'est sur un tout petit groupe. Donc, voilà, c'est une chute un peu bébête qui ne doit pas arriver. Après, si c'est Pogačar qui va tout droit dans un terre-plein central, pas sûr qu'on l'attende parce que c'est lui tout seul qui fait la faute. Là, voilà, il se fait un petit peu faucher. Mais je pense que pendant 48-72 heures, il va y avoir quelques séquelles. On a beau avoir les meilleurs ostéos, les meilleurs médecins, les meilleurs kinés. Une chute à 55 à l'heure, moi comme je dis, c'est un flipper, vous venez de faire un tilt quand même, vous passez de 55 à 0 en 10 mètres, et puis il va être brûlé de partout, donc il ne dormira pas du côté droit ce soir, ça c'est sûr. Et malgré tout, voilà, ça va jouer un petit peu sur l'étape de demain, dans la montée de Péragude, et là, il faudra répondre présent. On lui fera pas de cadeau parce qu'il est tombé hier ou avant-hier, on l'attaque pas. Voilà. Ouais, ce que j'allais dire, tomber avant une étape comme demain, Simon, j'allais dire, c'est pas l'idée du siècle, c'était pas volontaire de sa part, évidemment, mais c'est compliqué. Non, mais c'est sûr. Après, ce qui est incroyable, c'est qu'on le voit passer la ligne d'arrivée. L'impression que rien s'est passé, quoi. Tout le monde vient un peu aux nouvelles, mais lui, il file au bus. Voilà. Merci les gars, tout va bien. Par contre, c'est vrai que je pense que la nuit et même la psychoté avant l'étape de demain pour les directeurs sportifs, ils se doutent qu'on va pas le laisser tranquille, voir comment il va répondre, il va réagir sur les premiers kilomètres dès demain de l'étape. Ouais, c'est pas la meilleure option avant de préparer cette montée d'Otaka. On se posait la question, est-ce que la Visma allait à nouveau attaquer Pogačar, allait à nouveau essorer les coéquipiers? On a vu Vingegaard attaquer dans les derniers kilomètres, Steve. Magnifique. Une grosse attaque. Il reste 30 mètres de montée. Après, c'est descente technique et du plat pour la Toulouse. Ah, c'est sûr, il risquait pas de se faire contrer. Non, alors après, ce qui est bien, c'est qu'au moins, et encore 30 mètres, je suis gentil. Je pense qu'il a fait 25 mètres. Voilà, il bascule à gauche. Il voulait peut-être aussi entamer la descente en tête. Non, mais après, voilà, c'est bien. Psychologiquement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il a montré, encore une fois, qu'il allait tenter. Il a montré qu'il il avait l'intention de le faire. C'était pas le meilleur endroit, c'était pas le meilleur moment. Mais encore une fois, Pogačar a peut-être été surpris. D'ailleurs, c'est même pas Pogačar qui a été cherché, c'est Evenepoel. Donc, demain, Péragude, super bannière, il y a 3 jours. Où là, on verra Vingegaard, s'il est en jambes comme aujourd'hui, tenter d'attaquer. Et autrement que là, oui, c'est sûr et certain, il n'allait pas se faire contrer. Mais c'est pas une vraie attaque, en fait. Jackie. On appelle ça l'attaque alibi. Pour dire, j'ai fait... C'est un dicton norvégien. Encore un dicton norvégien. Après, on rappelle, on est quand même sur des pourcentages à plus de 10%. C'est une attaque violente. Mais oui, comme je l'ai dit, il n'y a peut-être pas 30 mètres, mais 50 mètres. Donc il sait très bien. Il sait très bien, même si sur cette attaque, il met 5 ou 6 longueurs à Pogačar, derrière la descente, ça servait à rien. Mais voilà, c'est juste une petite piqûre de rappel, je pense. T'as vu, Poggi? Je t'ai encore mis une petite attaque. C'est tous les jours, comme ça. Et pour rappeler à l'équipe UAE qu'on va mettre le pressing tous les jours. Donc, ils préviennent peut-être pour demain. On fait le point avec le DS des UAE, Martín Fernandez qui revient, notamment sur la chute de Tadej Pogačar. On l'écoute. J'ai parlé avec Tadej avant de rentrer dans le bus. Et au moment d'arriver dans le bus, d'ailleurs, on ne savait pas exactement ce qui s'était passé.
On savait qu'il avait chuté, mais on ne savait pas la gravité. Et au moment où il est remonté sur le vélo, on lui a demandé si c'était grave ou pas. Il a répondu à la radio en disant que tout était bon. Et je veux remercier ensuite le peloton et les leaders qui ont fait preuve de fair play en l'attendant. Et ensuite, ils ont décidé de ne pas continuer à se faire la guerre jusqu'à la fin de l'étape. Et en plus, il y avait de l'enjeu. Cela m'a surpris parce qu'il y avait pas mal de coureurs qui avaient un coup à jouer à ce moment-là. Mais bon, c'est comme ça. On va voir, on va écouter en tout cas ce que disait Machine Fernandez juste après, voilà, en remerciant un petit peu toutes les équipes. Oui, forcément, on remercie aussi tout le monde d'avoir attendu Tadej Pogačar. On en a parlé il y a quelques instants. On revoit rapidement cette chute. Il va certainement y avoir des bleus, des brûlures. Il va tout de même être secoué. Et demain, il y a une énorme étape qui attend les coureurs. On arrive dans les Pyrénées pour cette 12e étape, 180 km 600 que Jackie va nous décrire. C'est parti pour la carte. On y est, dans les Pyrénées. On l'attend, cette première étape de montagne. Même si les écarts au classement général sont déjà conséquents, on s'attend à voir un bouleversement dans le top 10. Alors, en début de course, pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est évidemment des tentatives de coureurs pour aller dans l'échappée. Une petite côte après 90 bornes. Les choses compliquées vont commencer après 125 km. Parce que les coureurs vont monter un col bien connu des Pyrénées, le Soulor. C'est après que ça va se compliquer. Le Soulor, longue descente, un petit passage par le col des Bordères, et puis la dernière ascension. Hautacam, je me souviens, il y a 3 ans, Jonas Vingegaard avait mis une raclée. Vous voulez voir les images Eh oui, avec un certain Van Aert, il avait perdu plus d'1 minute, Tadej Pogačar. Il va s'en souvenir, Pogačar, chez Visma, on va s'en souvenir aussi. Et on sait que la première arrivée au sommet est toujours très importante pour les leaders. Pour dire, voilà, c'est qui le patron? Eh bien, on saura peut-être demain au sommet d'Hautacam qui est le patron de ce Tour de France 2025. Et oui, Dadou, les gens du Tour, on va aller revoir ces images de la victoire de Vingegaard. C'était en 2022 à Hautacam. Vous le dites, Pogačar va s'en souvenir très certainement. Mais il a chuté aujourd'hui. Est-ce que c'est sur cette étape-là qu'il aura la fraîcheur pour répondre éventuellement aux attaques de Vingegaard? Non, on verra. C'est vrai qu'on revoit ces images, là aussi, après avoir fait la descente, bien, on a vu Vingegaard attendre Tadej Pogačar et on s'est expliqué dans la dernière ascension. Et là, ça a été l'une des images marquantes de ce Tour 2022. Pogačar lâché, alors qu'il y a encore Van Aert aux côtés de Vingegaard, qui va s'envoler à quelques jours de l'arrivée aux Champs-Élysées pour remporter son Tour de France. Il va mettre plus d'1 minute à Tadej Pogačar dans cette ascension. Donc ces deux coureurs la connaissent par cœur. Ils l'ont fait encore en reconnaissance il y a quelques semaines. Bon, là on est en début de tour. La dernière fois c'était à quelques jours de l'arrivée. Donc on rebat un peu les cartes. Mais en tout cas, ça va être une belle montée au Hautacam, sous la chaleur. On a revu cette belle image, main dans la main, Pogačar-Vingegaard. Ce sera à nouveau certainement un bras de fer entre les deux hommes demain. On vous rappelle la victoire de Jonas Abramsen devant Mauro Schmid et Mathieu Van Der Poel. Jonas Abramsen qui a également le prix du combatif du jour. Vous l'avez dit, ça aurait pu être Mauro Schmid aussi. Oui, mais c'est lui le premier attaquant. On doit décerner, on le rappelle, le prix de la combativité à 15 bornes de l'arrivée. C'est entre Schmid et Abramsen. On donne à Abramsen qui a quand même été l'un des plus, l'un des plus costauds à l'avant. Virevoltant, t'as dit? Virulent, j'ai dit virulent. Mais virevoltant, c'est bien si on aime bien. C'est bien aussi. À l'avant dans l'échappée, il a souvent relancé l'allure. Je pense que si on a fait un petit comparatif des coureurs qui ont pris le plus de relais, en tout cas de nous, ce qu'on a vu à la télé, Abramsen était quasiment tout le temps devant, à relancer, il calculait pas. Donc non, prix de la combativité mérité.